Bonjour à tous, je fais cette nouvelle vidéo pour parler d'une pathologie neurologique qui est très fréquente mais qui est méconnue par la population générale. C'est l'épilepsie. Alors l'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique. Il faut savoir que on doit faire la part des choses déjà entre ce qui est crise épileptique et maladie épileptique. La crise épileptique, c'est en fait des manifestations cliniques de l'épilepsie, mais qui peuvent être qui peut survenir une seule fois et puis ne pas se répéter. Une personne sur 10 au cours de sa vie va faire une crise épileptique, que ce soit transitoire ou non. Il faut savoir que la maladie épileptique, c'est la répétition des crises de manière spontanée. Et elle touche 2% de la population générale, mais plus fréquente chez les enfants et chez les personnes âgées. Donc, on va essayer de parler de l'épilepsie sous forme de questions. C'est plus facile à intégrer. Donc, la première question, c'est quoi? C'est quoi la définition de l'épilepsie? Je vais vous donner une définition qui est globale, qui est scientifique, mais après on va expliquer et on va mieux comprendre. Alors, l'épilepsie, en fait, c'est la manifestation clinique de l'hyperactivité paroxystique d'un groupe de neurones corticaux et de son éventuelle propagation. Alors, c'est un peu difficile à comprendre, mais dans la question suivante, les explications qu'on va donner vont vous permettre de comprendre. Donc, la deuxième question, c'est quoi? C'est comment surviennent ces crises-là? Alors, pour comprendre cette partie, il faut voir le cerveau ou l'écorce cérébrale, en fait, comme étant un circuit électrique. Dans ce circuit-là, les neurones fonctionnent avec de l'électricité, on va dire. Si, par exemple, on stimule un neurone, normalement, il doit avoir une réponse. Mais chez les patients épileptiques, quand on stimule un neurone une fois, on a en fait plusieurs réponses. On a plusieurs réponses. C'est ça qui explique que le patient va faire une crise. Et il y a ce phénomène qu'on appelle l'hypersynchronie, c'est-à-dire que un groupe de neurones ou plusieurs groupes de neurones vont fonctionner de manière hypersynchrone, vont synchroniser leur activité, ce qui n'est pas normal. C'est ça qui explique que la crise est généralisée au cerveau. Donc, la troisième chose et la troisième question, c'est pourquoi? Pourquoi ces neurones sont hyper excitables ou hyper synchrones? Pour cela, il faut comprendre que ce circuit électrique-là fonctionne en fait avec des systèmes qu'on appelle systèmes excitateurs et inhibiteurs. Les systèmes excitateurs et inhibiteurs sont sous la dépendance des neuromédiateurs. Ce qu'on appelle des neuromédiateurs, c'est des substances chimiques. Il y a le système excitateur dont le neuromédiateur, c'est le glutamate, et le système inhibiteur dont le neurotransmetteur, c'est le GABA. Et c'est en fait, ces deux systèmes vont fonctionner d'une manière équilibrée. C'est cet équilibre-là qui fait que la personne fonctionne normalement. Mais lorsqu'il y a une rupture de cet équilibre-là, dans le sens où, par exemple, il y a une prédominance de l'excitation ou un défaut de l'inhibition, ça entraîne en fait cette hyperexcitabilité des neurones qui, lorsqu'on les stimule une fois, auront une réponse qui est très importante et qui se diffuse à d'autres neurones. Donc, c'est quoi la cause de l'épilepsie? Il y a plusieurs causes. Donc, on va déjà parler de ce qui est cause génétique. Donc, les causes génétiques, en fait, c'est soit des maladies génétiques bien définies avec une transmission mendélienne, ou bien des gènes qui sont multiples dans la famille et qui entraînent ce qu'on appelle la susceptibilité. Ça veut dire que la personne ne va pas forcément faire la maladie, mais elle est susceptible de la faire. Elle a plus de chances de la faire qu'une autre personne. Et donc, dans ces situations-là, le médecin est capable de pouvoir, après l'interrogatoire, après l'examen clinique du patient, après avoir fait l'arbre généalogique, pouvoir dire que voilà, vous avez plutôt tel syndrome ou plutôt tel autre syndrome. Il y a le côté également symptomatique, ce qu'on appelle les crises symptomatiques. C'est deux situations en général, soit que la cause est transitoire, c'est par exemple les troubles ioniques, une hypoglycémie tout bêtement, ou un manque de sommeil, une dette de sommeil, ou bien des troubles ioniques, natrémie, kaliémie, calcémie, ou bien des médicaments. Il y a des médicaments qui, lorsqu'on les prend, peuvent favoriser des crises. Et il y a même l'arrêt brutal de certains médicaments également.
Et il y a d'une autre part des causes symptomatiques, mais qui sont fixées. Par exemple, l'AVC. L'AVC va léser le cerveau et favoriser la survenue des crises. Les neurones ne vont pas fonctionner normalement. Il y a les abcès cérébraux. Il y a les tumeurs. Les tumeurs cérébrales vont entraîner une lésion des neurones ou bien une irritation d'une partie du cerveau et va entraîner un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Donc ça, c'est globalement les principales causes. La question suivante, c'est les signes cliniques. Comment ça se manifeste cliniquement? Il y a plusieurs types de manifestations. On va scinder en deux parties, ce qu'on appelle les crises focales ou partielles et les crises généralisées. Pour les crises focales ou partielles, c'est plutôt une partie du cerveau qui est hyper excitable et qui entraîne des décharges épileptiques. Et dans ce cas-là, la manifestation, elle peut être motrice. Une partie du corps qui commence à faire des mouvements cloniques ou sensitifs, des troubles sensitifs ou des troubles qu'on appelle cognitifs ou du comportement même ou automatique. Mais là, c'est un peu du domaine du spécialiste. Et il y a les manifestations généralisées dans laquelle la crise épileptique tonico-clonique généralisée, qu'on appelle la crise grand mal, c'est la crise la plus spectaculaire que la population générale connaît et craint souvent. Donc, on va parler de cette crise. En fait, c'est une crise qui commence par un cri profond. Le patient crie, il perd connaissance, il tombe et il se met en fait, il est cyanosé, il ne respire pas bien. Il fait en fait une contraction forte des 4 membres qui dure quelques secondes et après il fait en fait des mouvements cloniques des membres qui durent aussi quelques secondes et après le patient tombe dans une phase qu'on appelle résolutive où il se remet et il reste somnolent ou inconscient pendant quelques minutes, quelques heures et après il se réveille. La crise en général va durer 1 à 2 minutes puis va se résoudre spontanément. Et là, c'est la répétition de ces crises-là qui fait penser que vraiment c'est soit une maladie sérieuse ou une maladie grave. Donc, avant de poursuivre, je vais donner quelques idées reçues qu'il faut bannir. La première idée reçue, c'est que l'épilepsie, c'est une malédiction, c'est une possession démoniaque, c'est une malédiction. C'est faux, c'est totalement faux. L'épilepsie, c'est une maladie parce que parfois on voit la personne tomber, on se dit non, elle est possédée. On l'a possédée au village, on lui a lancé ça, ce n'est pas... Non, c'est une vraie maladie qu'il faut prendre en charge. Deuxième chose, c'est que c'est une fatalité. C'est une fatalité, on ne peut rien faire pour elle, on abandonne la personne et tout. Non, non et non. Il faut faire quelque chose, il faut consulter un médecin, un spécialiste, notamment un neurologue. C'est très important parce que c'est à partir de là qu'on pourra faire le bon diagnostic, la bonne cause en faisant les explorations scanners, IRM, le bilan biologique pour savoir la cause exacte et la traiter et traiter l'épilepsie pour que ça ne se répète pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la prise en charge, si vous assistez à une crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voyez une personne tomber devant vous, il ne faut pas se mettre à paniquer. La première des choses à faire, c'est ne pas essayer d'arrêter la crise parce que vous ne pourrez pas l'arrêter. Il faut essayer de dégager tout ce qui est autour du malade, peut faire en sorte qu'il se blesse, tout enlever tous les objets dangereux qui sont autour du malade, éviter qu'il se blesse. Il faut ensuite, s'il a un dentier ou des choses dans la bouche, il faut les enlever rapidement. Ensuite, il faut surveiller la personne et appeler de l'aide un médecin, des pompiers ou autres en attendant et attendre que la crise s'arrête. Quand la crise s'arrête, vous mettez le patient en position latérale de sécurité et vous attendez que les secours arrivent. Parce que vous ne pourrez pas gérer la situation au cas où la crise dure plus longtemps que prévu, plus de 5 minutes, donc c'est un état de mal épileptique, ou que la crise se répète plusieurs fois. Dans tous les cas, il faut une prise en charge médicale urgente. Deuxième des choses, c'est quoi? C'est que l'épilepsie a un traitement.
il y a des traitements qu'on peut donner aux patients qui peuvent franchement les améliorer et pour certains les guérir. Il y a plusieurs groupes de médicaments. Il y a ce qu'on donne, il y a les médicaments, il y a le traitement chirurgical. Les médicaments, c'est quoi? Il y en a beaucoup, il ne faut pas qu'on entre dans les détails, c'est pas l'objet de, c'est un peu spécialisé, c'est pas l'objet de la vidéo. Et il y a le traitement chirurgical qui est proposé pour des patients qui résistent au traitement médicamenteux, chez qui on a donné plusieurs traitements, mais qui continuent à faire des crises. Et il y a ce qu'on appelle également le régime cétogène, la stimulation du nerf vague. Donc, les médecins ont plusieurs solutions à proposer, à adapter au cas par cas. Donc, il ne faut pas aller sur Internet se dire, voilà, j'ai vu tel médicament sur Internet, donc je peux le prendre, je vais m'améliorer. Non, ça fonctionne comme ça. La chose aussi à savoir, c'est quoi? C'est que il y a des règles d'hygiène de vie. Les règles d'hygiène de vie jouent pour un grand rôle dans l'amélioration chez les patients épileptiques. La première chose, c'est quoi? Les règles d'hygiène médicale. Médicale, c'est quoi? C'est déjà consulter le médecin, neurologue. Le médecin va vous poser un bon diagnostic. Il va faire des explorations nécessaires. Il va vous prescrire un médicament. Et ce médicament-là, vous devez l'observer sans arrêter le traitement. Et il faut faire un suivi régulier. Il va vous faire un électroencéphalogramme. Il va vous programmer des consultations qu'il faudra respecter. Parce que si vous arrêtez le traitement, vous allez refaire des crises. Ce n'est pas un traitement qu'on prend un jour, 2 jours, après on arrête. C'est sur le long cours. Et même si le médecin devra décider d'arrêter le traitement, s'il s'est dit que vous êtes guéri, c'est peut-être 2 à 5 ans après la dernière crise, s'il vous plaît. Donc, c'est au médecin de décider cela. La deuxième règle d'hygiène, c'est la règle d'hygiène à la maison. À la maison, il faut respecter certaines règles. Pas trop de café, pas trop d'excitants. Café, alcool, pas de dette de sommeil. Il faut dormir suffisamment pour le patient. Pas trop d'écran la nuit parce que ces écrans lumineux favorisent la survenue des crises. Et pas trop de stress, parce que le stress et l'anxiété aussi favorisent la survenue des crises. Évitez les infections, parce que l'infection aussi va favoriser la survenue des crises. Donc, si vous respectez ces règles d'hygiène, c'est très intéressant. Évitez de faire le patient doit prendre son bain, il faut qu'il soit accompagné et ne pas le laisser à côté du feu tout seul. Troisième chose, c'est les sports. Il y a des sports qu'il faut éviter. Un sport comme l'alpinisme, l'équitation, les sauts en hauteur, c'est assez dangereux parce que si le patient fait une crise pendant qu'il est dans l'eau, s'il fait une crise alors qu'il est sur le cheval, s'il fait une crise alors qu'il est en hauteur, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Et certaines professions aussi qu'il faut éviter. Le port d'armes, un patient qui va travailler avec une arme à feu. Tu es policier, tu as une arme à feu et tu fais une crise pendant que tu as le fusil, ben, tu peux tuer quelqu'un, c'est dangereux. Et la conduite automobile est bien réglementée dans ce sens-là. Si vous savez que vous faites des crises fréquentes, évitez de prendre le volant parce que c'est dangereux. Beaucoup de gens font des crises au volant et c'est une cause fréquente de mortalité, d'accident de la route. Vous mettez en danger votre vie et la vie d'autres personnes. Ensuite, il y a les règles d'hygiène, les règles scolaires. Scolaire, c'est par exemple, un enfant qui est épileptique, il ne faut pas le déscolariser, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que pas mal de syndromes épileptiques des enfants s'améliorent avec l'âge, s'améliorent avec un bon traitement et guérissent même à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Donc, il faut garder l'enfant le plus longtemps possible en milieu scolaire. Si vous êtes obligé de l'enlever parce que vous trouvez que c'est trop dangereux, il faut continuer à donner les cours à domicile à votre enfant et à faire un bon suivi. Il y a aussi un élément que j'ai oublié de mentionner dans les symptômes, c'est les crises absence. C'est un type de crise en fait qui survient fréquemment chez les enfants. Comment elle se décrit? C'est lorsque le patient, c'est souvent un milieu scolaire ou bien constaté par l'enseignant, il constate que lorsqu'il est en train de parler à l'enfant, l'enfant s'arrête pendant quelques secondes, il est en train de dire quelque chose, il s'arrête et puis pendant 30 secondes à peu près, et puis après il recommence à parler là où il s'était arrêté. Lui ne se rend pas compte parce qu'il a une amnésie complète de l'épisode. Mais vous qui êtes en face, vous constatez qu'il y a un problème. Et ça, sachant que ce type de crises sont fréquentes chez les enfants et
retentissent beaucoup sur la scolarité. Il y a des enfants qui arrêtent l'école à cause de ça, mais les parents qui échouent fréquemment à cause de ça. Parce que l'enfant ne va pas capter ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, il faut savoir consulter le médecin dans ces cas également. Bon, je pense que l'essentiel a été dit. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. On pourra y répondre. S'il y a des choses à ajouter, on pourra la faire la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt sur la chaîne.